OK. Bonjour à tous. Merci vraiment beaucoup pour votre présence ce matin à cette première édition du webinaire ETI 101 en français. Je m'appelle Stéphanie Dion. Je suis co-chair pour le groupe de référence canadien des experts ETI. Notre groupe assure la promotion, la surveillance, le soutien et la communication des recommandations pour la mise en œuvre du cadre ETI dans les organisations et l'industrie canadienne. À l'automne 2019, notre groupe a complété un sondage pan-canadien pour mieux comprendre le niveau d'implantation de l'ITSI au pays. Sur presque 300 réponses reçues, le tiers étaient des participants francophones. Un besoin d'information et de ressources francophones a été identifié, ce qui nous a bien motivés à développer la présentation d'aujourd'hui. J'ai le plaisir ce matin d'introduire 3 professionnels d'expérience de 3 milieux de pratique et de 3 provinces différentes qui nous présenteront le webinaire. Marie-Josée Tessier, c'est une ergothérapeute spécialisée en dysphagie pédiatrique. Elle coordonne une clinique multidisciplinaire de dysphagie et dirige une clinique privée en dysphagie dans la grande région de Montréal. Elle a complété une maîtrise en sciences biomédicales et ses travaux ont porté sur les troubles d'alimentation d'ordre sensoriel. Elle enseigne aux étudiants en ergo à l'Université de Montréal et de Sherbrooke. Elle donne régulièrement des formations en dysphagie pédiatrique et en intégration sensorielle au Québec et en Europe. Elle nous expliquera la mise en contexte ici. Lee Spence, elle est originaire de Bathurst au Nouveau-Brunswick, où elle occupe un poste de diététiste et directrice du service alimentaire dans un foyer de soins. Auparavant, elle a travaillé dans divers autres foyers de soins, ainsi que comme diététiste en clinique médicale. Lise a débuté l'implantation ici dans tous les foyers où elle a œuvré, afin de permettre une même nomenclature et pour maximiser la sécurité des résidents souffrant de dysphagie, notamment lors des transferts en milieu de soins. Elle nous présentera le cadre de référence et les méthodes de test pour les liquides. Annick Côté, orthophoniste, travaille en soins aigus à la clinique externe en orthophonie de l'hôpital Montfort en Ontario, auprès d'une clientèle adulte depuis 2011. Elle y a occupé le poste de chef d'équipe de 2017 à 2020 et ce rôle lui a permis de participer activement à la mise en place des diètes ETI au sein de son établissement. Annick offre également des formations aux étudiants en médecine dans le cadre de leur stage en réadaptation, dans le but de promouvoir l'approche interprofessionnelle dans le milieu de la santé. Elle nous présentera aujourd'hui le cadre de référence et les méthodes de test pour les solides, ainsi que les ressources ETI. Alors aujourd'hui, le webinaire va durer autour de 45 minutes. Vous êtes invités à écrire vos questions dans la section discussion de la plateforme sous la rubrique Q&A et il va nous faire plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Sans plus tarder, bonne écoute! Alors, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter ce webinaire qui a comme objectif principal de présenter le cadre de référence qui a permis la création d'une nouvelle terminologie des diètes en dysphagie et le développement de normes internationales basées sur des évidences scientifiques. Nous passerons en revue les différents niveaux de cette terminologie et les méthodes pour tester à la fois les liquides et les aliments, dans le but d'offrir un moyen sécuritaire pour garantir que les personnes atteintes de dysphagie puissent recevoir la texture des aliments et la consistance des liquides recommandés. Pardon. Bon, alors. Au Canada, les organisations suivantes ont endossé ici l'Association canadienne des ergothérapeutes, the Canadian Society of Nutrition Management, l'Association des diététistes du Canada et le Speech Language Audiology Canada. L'initiative internationale de standardisation des diètes pour la dysphagie aimerait remercier ses généreux commanditaires pour leur support continu. ETI est une organisation internationale sans but lucratif, composée de bénévoles. L'industrie n'a pas contribué à la conceptualisation du cadre de référence ni des publications et des ressources ETI. Les objectifs de la présentation aujourd'hui seront de revoir les notions de déglutition et de dysphagie, mettre en contexte le développement de ETI, préciser le cadre de référence et les méthodes de test ETI,
et donner des références et des ressources pour mieux connaître et diffuser de l'information sur ITI. La déglutition est un processus neurophysiologique qui assure le passage des liquides, des aliments, de la salive et des médicaments de la bouche vers l'estomac. C'est un processus très complexe qui assure la synchronisation des 40 paires de muscles, l'intégration de 6 nerfs crâniens, l'implication du système nerveux autonome et le contrôle respiratoire. Ce processus comprend 4 phases, comme on le voit dans la vidéo. La phase préparatoire permet de goûter les aliments, de les mastiquer, de les broyer et les mélanger avec la salive pour former le bol alimentaire. La phase orale assure le transport des aliments et des liquides vers l'arrière de la bouche lorsqu'ils sont bien préparés. La phase pharyngienne est la plus critique et de loin la plus importante puisqu'elle permet le déplacement du bol alimentaire du pharynx vers l'œsophage tout en croisant les voies respiratoires. Ces derniers doivent être protégés pour éviter les aspirations par l'abaissement de l'épigote, la fermeture des cordes vocales, le déplacement du palais mou et l'arrêt de la respiration durant 1 seconde. La phase œsophagienne assure le déplacement du bol alimentaire vers l'estomac par un processus de péristaltisme. Ici, on voit à quoi ressemble la déglutition typique chez un adulte par vidéofluoroscopie. Alors, on pouvait bien voir la préparation de l'aliment en bouche, puis la déglutition qui est bien synchronisée avec la respiration. On peut voir aussi qu'il n'y a pas de résidus dans la bouche ni dans les structures du pharynx post-déglutition et que la respiration reprend son cours. Alors, pourquoi modifier la texture des liquides? Comme on le voit dans une vidéofluoroscopie, on a vu ici la difficulté que présente cette personne à bien synchroniser la déglutition des liquides qui s'écoulent naturellement rapidement. On a vu clairement la deuxième déglutition, une entrée assez massive de liquide au niveau de la trachée, comme on le voit maintenant. Et si la personne n'arrive pas à tousser efficacement, le liquide pourrait poursuivre son écoulement vers les poumons. En épaississant les liquides, ces derniers pourront descendre plus lentement, ce qui permettra au mécanisme de déglutition d'agir au bon moment et possiblement d'éviter les aspirations pulmonaires. Pourquoi aussi modifier la texture des aliments? Alors, comme on le voit dans la vidéo, ici, la personne n'a pas mastiqué suffisamment l'aliment ou elle n'a pas présenté un bon contrôle en bouche. Alors, il en résulte un étouffement, voire une obstruction des voies respiratoires, comme vous le voyez maintenant. Cette personne, si elle ne réussit pas à tousser efficacement, aura besoin d'une intervention d'urgence pour permettre de libérer ses voies respiratoires. Comment pourriez-vous décrire cet aliment? Donc, pensez à la façon dont vous pourriez décrire ce que vous voyez dans cette assiette. Comment enseigner la préparation de ce repas à votre client, aux membres de sa famille, à votre équipe de travail ou au service alimentaire de votre établissement et surtout, comment vous assurer que cette texture est adéquate pour votre client. Maintenant, j'aimerais porter à votre attention cette méthode d'évaluation de la consistance d'un liquide. À maintes reprises en clinique externe, j'ai vu cette technique être utilisée pour évaluer la consistance d'un liquide, tout simplement en inclinant légèrement le verre ou en le brassant avec une cuillère. À défaut d'avoir une mesure précise de la consistance du liquide, comment m'assurer que ce que nous évaluons puisse être bien reproduit en clinique externe ou au domicile? Les objectifs de ITI, donc l'objectif principal de ITI est d'assurer la sécurité des personnes dysphagiques grâce à des textures, oups, il y a eu un changement pardonnez-moi, grâce à des textures ajustées, offrir une terminologie universelle qui rejoint tous les groupes d'âge et tous les types d'établissements et toutes les cultures. ITI permet aussi d'assurer une meilleure communication entre les professionnels en provenance de différents niveaux de soins du patient.
grâce à la méthode d'évaluation avec le test d'écoulement. Cela permet à un coût très abordable d'évaluer la consistance des liquides afin d'assurer une continuité de la vidéofluoroscopie à la clinique externe et jusqu'au patient dans son milieu de vie, que ce soit à domicile, au centre d'hébergement, CHSLD, en résidence. Alors, ici, je vous présente le conseil d'administration de ITSI. Alors, considérant la complexité de la terminologie des descriptions qui devront être développées pour définir les diètes en dysphagie et les méthodes d'évaluation, une équipe internationale de différentes spécialités a été recrutée pour constituer le conseil d'administration de ITSI, représenté par ses deux co-directeurs, Peter Lam du Canada et Julie Kitchero de l'Australie. Les membres de ce conseil d'administration proviennent de différents champs d'expertise. On retrouve des nutritionnistes, orthophonistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, médecins, infirmières, ingénieurs mécaniques spécialisés en rhéologie et des spécialistes en sciences et technologies des aliments. Ces spécialistes ont l'avantage de provenir de différents champs de pratique et de milieux différents, en passant par la pédiatrie jusqu'à la gériatrie et du centre hospitalier aux soins de longue durée, aux cliniques externes, centres de réadaptation et soins à domicile. Cette équipe a permis le partage de connaissances et d'expériences très diversifiées. Maintenant, je vais vous présenter tout le développement du cadre de référence ITSI qui a eu lieu à différents temps et en 3 étapes. Premièrement, il y a eu une revue des différents standards nationaux. Ensuite, il y a eu une revue systématique des évidences portant sur la réponse physiologique de la modification de la texture des aliments et des liquides. Et troisièmement, par une consultation internationale des parties prenantes avec plus de 3000 réponses obtenues de 57 pays différents, incluant le Canada. Alors, je vais aller un petit peu plus en détail dans les 3 parties, dans les différentes étapes. La première étape a été donc de revoir les différents standards nationaux de plusieurs pays. Alors, on s'est rendu compte que dans la dernière décennie, plusieurs pays tels que l'Australie, l'Irlande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, l'Angleterre et les États-Unis avaient développé des standards au niveau de la terminologie et des définitions concernant les aliments et les liquides à texture modifiée. Peu de temps avant la publication de cet article, le Canada avait également commencé à travailler sur un guide national et consulter ce qui était publié par différents ordres et associations des diététistes du Canada, dont l'Ordre professionnel des diététistes du Québec et l'Association professionnelle des nutritionnistes experts en dysphagie. D'autres pays comme l'Espagne, le Brésil, le Pays-Bas ont également été consultés. Et fait a été de constater des divergences de terminologie à travers les différents pays consultés et le besoin de développer une terminologie universelle. Le détail de cette publication se trouve dans l'article ci mentionné que vous trouvez sur le site de ITSI dans la section « Publications ». La deuxième étape a été de faire une revue systématique de la littérature portant sur l'influence de la modification de texture des aliments et de la consistance des liquides sur la physiologie et les fonctions de la déglutition. Cet article, publié dans la revue Dysphagia en 2014, est également disponible sur le site web de ITSI. Et depuis sa publication, cet article a été consulté de plus de 37 000 fois et cité dans 148 publications. De cette revue, on retient les faits suivants. Il existe des preuves scientifiques que l'épaississement des liquides très fluides permet d'éviter l'aspiration. Il existe aussi des preuves scientifiques qu'une texture ou une consistance trop épaisse peut mener à l'accumulation de résidus au niveau oral ou pharyngien. Il n'y a aucune évidence scientifique qui pointe sur l'utilisation de valeurs rhéologiques particulières pour définir les limites d'un épaississement efficace, soit
assez épais ou trop épais. Il existe des preuves que les aliments solides et de consistance plus épaisse nécessitent plus d'efforts dans la préparation orale et la déglutition. Il existe très peu de littérature spécifiquement sur les aliments à texture modifiée utilisés pour le traitement de la dysphagie. Finalement, la consultation des différentes parties prenantes a permis le développement du cadre de référence de ITSI et un consensus sur la terminologie et les définitions à utiliser. Le détail de ces travaux se trouve dans cet article publié en 2016 dans la revue Dysphagia, qui est également disponible sur le site Internet de ITSI. Le premier cadre de référence de ITSI a été publié en 2015 et a été révisé en 2016. Le but premier était de développer une standardisation de la terminologie, des descriptions et des méthodes pour tester les aliments et les liquides. Je vous invite à regarder le schéma qui a permis de visualiser de manière hiérarchique les différentes textures d'aliments et les différentes consistances de breuvage. Du côté droit du schéma, nous avons les différents breuvages. On retrouve 5 niveaux de 0 à 4. Le niveau 0 étant un liquide très fluide, par exemple de l'eau. Le 1 à peine épais, le 2 légèrement épais, le 3 modérément épais et le 4 très épais. Au niveau des aliments, du côté gauche du schéma, on retrouve 5 niveaux, en passant par l'aliment liquéfié, niveau 3, la purée, niveau 4, le haché humecté, niveau 5, la petite bouchée molle, niveau 6 et le régulier, niveau 7. À noter que les niveaux 3 et 4 des breuvages ont leur équivalence au niveau des aliments. Par exemple, le liquide modérément épais de niveau 3 représente un aliment liquéfié de niveau 3 et le niveau 4 des liquides très épais correspond à la purée du côté des aliments. Le cadre de référence ITSI a de nouveau été révisé en 2019 afin de répondre aux besoins des cliniciens qui avaient à nuancer le niveau 7. Alors, ce niveau comprend maintenant 2 subdivisions. On a la texture régulière et la texture facile à mastiquer. Ce dernier niveau permet d'offrir des alternatives avec des aliments plus mous et plus faciles à mastiquer que la diète régulière. Alors, excusez-moi, il me manque une page. Alors, nous retrouvons aussi ici le ITSI pour les enfants. Alors, chez les enfants, il est très important d'avoir souvent une plus grande gradation au niveau des liquides. Les jeunes enfants sont souvent ils ont souvent le défi de prendre de grandes quantités de liquide et le niveau 1, qui est à peine épais, est très souvent une bonne alternative pour éviter évidemment la fatigue chez les enfants et leur permettre de prendre toutes les quantités de liquide qu'ils ont besoin. Alors, on a aussi évidemment toute la catégorie haché humecté, petite bouchée molle, puisque l'enfant, au cours de son développement, va développer des capacités à pouvoir éventuellement mastiquer et pouvoir manger des aliments de différentes textures. Chez les enfants aussi, on utilise souvent la texture évolutive. C'est un aliment qui change, qui est fondant et qui est souvent utilisé au tout début pour l'apprentissage de la mastication chez les jeunes enfants. Alors, finalement, la taille des particules en pédiatrie chez l'adulte va varier beaucoup, justement en fonction du diamètre de la trachée. Alors, chez les enfants, on retrouve une trachée de diamètre de 4 à 8 mm et chez l'adulte de 13 à 27 mm. Alors, c'est pourquoi il est très important d'ajuster la grosseur des particules pour justement éviter les étouffements. Alors, à quel moment doit-on passer de la taille des particules pédiatriques à la taille adulte? Habituellement à l'âge de la puberté.
chez les filles de 10 à 14 ans et chez les garçons de 12 à 16 ans, ou sinon, sur recommandation médicale qui confirme que la croissance trachéale de l'enfant est suffisante pour minimiser le risque d'étouffement. Parce que tout le monde a leur propre définition de ce qui est épais, mou ou petit, ITSI a créé un modèle de standardisation plus objectif. C'est alors beaucoup plus simple, vraiment pas dispendieux et plus accessible pour tout le monde. Une bonne méthode test est recommandée pour assurer la bonne consistance des liquides. Donc, il faut s'assurer de bien faire les tests pour ne pas que les résultats soient biaisés. Les méthodes tests doivent se baser sur l'évidence scientifique la plus fiable, être simples, pratiques et transférables pour être utilisées par l'ensemble des cultures, être fiables et améliorer la précision. Aussi, la température peut influencer la viscosité, alors avoir des outils d'évaluation simples à utiliser est aussi un atout. Le test d'écoulement est une mesure objective pour déterminer le niveau de viscosité d'un liquide. Il fonctionne avec 2 seringues de 10 ml et par gravité uniquement. La seringue doit être uniforme, donc on ne peut pas utiliser n'importe quelle sorte avec n'importe quel montant à l'intérieur. Au centre de cette diapo, vous pouvez voir les différents niveaux ou classifications, donc de 0 à 4. La seringue sert alors à déterminer le bon niveau de classification. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir la méthode correcte à faire le test. Les instructions pour le test d'écoulement ITSI, donc ça prend 2 seringues de 10 ml et un chronomètre. Donc, avec la première seringue, on enlève le piston à l'intérieur et on la laisse vide. On met le petit doigt à l'embout. Avec une deuxième seringue qu'on remplit, on peut remplir plus que 10 ml, on remplit la première pour faire sûr qu'il y a exactement 10 ml. Oh. OK, là, il y a quelque chose qui se passe avec la vidéo. On va recommencer la vidéo. Ça fait que je vais continuer à parler où ce qu'on était rendu. Donc, les seringues de 10 ml, chronomètre. La première seringue, on enlève le piston, on la laisse vide. On bouche le trou avec le petit doigt. Puis au début, c'est comme un petit peu bizarre à faire. Ce n'est pas des mouvements qu'on est habitué, mais je vous garantis qu'après une couple de fois, on prend le tour. Avec le deuxième, on remplit le liquide jusqu'à 10 ml de la première seringue. Il ne faut vraiment pas en mettre plus ou en mettre moins, c'est très précis. On calcule exactement 10 secondes. Si vous êtes toute seule, c'est sûr que 10 secondes, le chronomètre, ça peut être difficile à faire les deux tests, là, le 10 secondes et la seringue, mais avec l'aide de quelqu'un pour le chronomètre, ça marche bien. Exactement, après 10 secondes, on rebouche le trou et c'est là qu'on peut déterminer la quantité restante avec les classifications. Donc ici, classification 1. Le prochain vidéo, on va pouvoir voir 3 classifications, donc 3 consistances différentes. Donc, ça fonctionne tout de la même manière. On remplit à 10 ml, on bouche avec le petit doigt et on rebouche après 10 secondes. Donc, il est certain que plus épais le liquide, plus lentement il coulera et plus il en restera à la fin dans la seringue.
Pour les niveaux 3 et 4, il y a toujours le test d'écoulement qu'on vient de voir qui est possible, mais aussi il y a un test de la fourchette. En faisant le test d'écoulement pour la consistance niveau 3 et 4, c'est qu'il y a seulement 1 à 2 gouttes qui s'écoulent de la seringue après 10 secondes. Ceci serait un niveau 4. Pour le test de la fourchette, ceci peut aider à déterminer le niveau 3 ou 4 seulement. Donc, s'il y a écoulement lent entre les dents de la fourchette, c'est alors niveau 3. S'il n'y a pas d'écoulement entre les dents de la fourchette, c'est donc niveau 4 ou encore purée aussi qui sont égalitaires. Il peut y avoir une petite gouttelette qui pourrait tomber, mais elle ne tombe pas complètement entre les dents. Donc, on va pouvoir voir le test de la fourchette, d'égouttement de la fourchette pour le niveau 3. Donc, on va voir facilement que le liquide s'écoule entre les dents de la fourchette. Si ça serait un niveau 4, il n'y aurait pas d'écoulement comme ça. Passons maintenant aux aliments ainsi qu'aux divers tests utilisés pour évaluer les niveaux 4 à 7. Pour le niveau 4, purée et liquide très épais, il est important de savoir que le test d'écoulement ne peut être utilisé car ces aliments et liquides ne coulent pas. Les aliments de niveau 4 ont les propriétés suivantes. Ils ne contiennent pas de grumeaux, ils ne nécessitent pas de mastication, ils ne sont pas collants, ils doivent être assez épais pour conserver leur forme sur la cuillère ou sur la fourchette. Lorsqu'on utilise le test de la fourchette, seule une petite quantité peut s'écouler et former une goutte sous les dents de la fourchette. Le test de la cuillère inclinée est le test utilisé pour s'assurer que l'aliment n'est pas trop collant. Les personnes qui souffrent d'une dysphagie peuvent avoir de la difficulté à contrôler et former le bol alimentaire. Ils doivent être en mesure de manipuler la nourriture de façon suffisante, de sorte à ce que le bol alimentaire soit assez humecté. La nourriture ne doit pas être trop collante et ne doit pas laisser un résidu dans la bouche ou dans la gorge. Le test de la cuillère inclinée est un moyen objectif utilisé pour déterminer si l'aliment est assez cohésif ou pas trop collant. Une cuillerée d'aliments devrait facilement glisser de la cuillère lorsque celle-ci est inclinée et secouer légèrement par un léger coup de poignet. Ce test est utilisé pour les aliments en purée de niveau 4 et les aliments hachés et humectés de niveau 5. Voyons une vidéo nous démontrant l'utilisation de ce test. Ici, on voit comment l'échantillon a bien coulé de la cuillère, laissant un léger résidu sur la cuillère. C'est tout à fait normal. Alors que si l'échantillon est trop collant, on voit qu'il ne glisse pas bien et il peut parfois laisser plus de résidus. Les aliments qui se conforment au niveau 5, hachés et humectés, doivent être assez mous et humectés. La grosseur des particules ne doivent pas être plus gros que 4 par 4 mm et 4 par 4 par 15 mm chez l'adulte et de 2 par 2 par 8 mm chez l'enfant. La recherche a en fait démontré que ces mesures correspondent à la grosseur des particules broyées dans la cavité orale quand ils sont prêts à être avalés. Vous n'avez pas besoin d'une règle pour mesurer la grosseur des particules. Vous pouvez utiliser une fourchette à la maison et en fait, c'est l'espace entre les dents qui correspond à peu près à la bonne grosseur des particules chez l'adulte. Voyons une vidéo qui démontre l'utilisation
du test de pression de la fourchette ici, avec un échantillon de viande. Ici, on voit comment les particules passent bien entre les dents de la fourchette et que l'échantillon est... Ici, on va voir que l'échantillon ne coule pas. Et ici, qu'il est assez humecté car il glisse lorsqu'on incline la cuillère. On peut aussi faire ce test en utilisant les baguettes. Ou en utilisant vos doigts. Il est important, lors de l'évaluation des aliments, d'utiliser tous les tests. Le test de pression de la fourchette, le test d'écoutement de la fourchette et le test de la cuillère inclinée ici. Donc, les aliments mous doivent être assez écrasables à la fourchette, de la bonne grosseur, selon si c'est pour un enfant ou un adulte. Il faut aussi s'assurer que l'aliment est assez humecté en utilisant le test de la cuillère inclinée. Il ne doit pas y avoir de liquide qui coule en utilisant le test de la fourchette et l'échantillon doit être assez cohésif et pas trop collant. Pour le niveau 6, petite bouchée molle, il y a 2 informations clés à retenir. La grosseur de la bouchée est définie comme étant pas plus gros que 15 par 15 par 15 mm chez l'adulte, qui est en fait la grosseur à peu près de l'ongle du pouce, alors que chez l'enfant, les morceaux ne devraient pas être plus gros que 8 par 8 par 8 mm, qui correspond à la grosseur de l'ongle du petit doigt. L'objectif est de minimiser les risques d'étouffement en offrant des morceaux d'aliments qui ne peuvent pas bloquer la trachée. Le terme molle ou mou est subjectif. Ici, ITSI le définit par la capacité à écraser par la pression de la langue. Donc, on détermine si un aliment est mou en utilisant le test de pression de la fourchette. Il s'agit d'exercer une pression avec une fourchette sur le morceau de nourriture, qui est de 15 par 15 par 15 mm chez l'adulte. Et la pression exercée avec la fourchette devrait faire blanchir le pouce. La quantité de pression nécessaire lors du blanchissement du pouce est similaire à la pression exercée par la langue lors de la déglutition. Voyons une vidéo. Il va dessus. Ah, merci. Une vidéo qui démontre... Ah, zut. OK, ça c'est de ma faute. Bon. Attendez, là. Et voilà. Voyons une vidéo qui démontre l'utilisation du test de pression de la fourchette ici. Ici, on voit bien que l'échantillon est facilement écrasable. Alors qu'ici, il l'est moins. Le test se fait également avec des baguettes. Oups, je pense qu'il est en boucle. Non, c'est les doigts. Le test avec les doigts. Le niveau 7, qui s'appelle « Facile à mastiquer »,
est une sous-catégorie du niveau 7 régulier. Cette sous-catégorie a été introduite suite à la demande globale d'avoir une catégorie pour des aliments plus mous pour les personnes qui ont tendance à choisir des aliments mous ou qui présentent une légère fatigue lors de la mastication. Elle n'est pas recommandée pour les gens présentant des risques d'étouffement suite à une mastication incomplète ou à la prise de bouchées trop grandes ou pour ceux qui mangent trop vite. D'ailleurs, il faut noter que sur les deux catégories de niveau 7, le pain et les textures mixtes sont permises. Le niveau 7 régulier, lui, comprend toutes sortes d'aliments et ceci sans restriction. Pour les enfants, les aliments réguliers doivent correspondre à l'âge approprié du développement. Les aliments à texture évolutive sont souvent des solides qui vont changer de texture une fois mélangés à la salive ou l'eau, c'est-à-dire par l'humidité ou par la température. Ils sont utilisés plus particulièrement lors des interventions auprès de la clientèle pédiatrique ou chez les personnes présentant un retard de développement. Quoiqu'il existerait potentiellement d'autres populations de patients qui pourraient en bénéficier. Pour déterminer si un échantillon correspond à une texture évolutive, il doit remplir les conditions suivantes. On verse 1 ml d'eau sur un échantillon de la taille de la grosseur d'un ongle du pouce et on attend 1 minute. On applique ensuite une pression avec le dos de la fourchette jusqu'à ce que l'ongle du pouce devienne blanc. Cet échantillon est une texture évolutive si une fois la pression relâchée, l'échantillon s'écrase ou se désagrège. Il ne ressemble plus à ce qu'il était auparavant. S'il se casse facilement avec des baguettes en utilisant une pression minimale, comme on a vu plus tôt, s'il se désagrège entièrement en le frottant entre le pouce et l'index. Ou bien s'il est nettement dissous, il ne ressemble plus à ce qu'il était auparavant. Passons maintenant aux diverses ressources qui vous sont disponibles et qui faciliteront votre mise en œuvre de ITSI dans votre milieu de travail. Tout d'abord, vous retrouverez sur YouTube une panoplie de vidéos qui illustrent bien les divers tests qu'on a décrits aujourd'hui. Le site Internet ITSI est l'une des meilleures ressources pour rester à jour, car ITSI est un cadre de référence dynamique qui évolue et change avec les nouvelles données probantes. C'est aussi sur ce site où vous trouverez des ressources et des idées pour vous aider dans votre mise en œuvre de ITSI. Sous la rubrique Implementation, vous trouverez des informations pour vous aider lors de la mise en œuvre d'ITSI. Il y a aussi la rubrique Ressources, sous laquelle vous trouverez des abréviations pour les services alimentaires. Il y a aussi des grilles d'évaluation, incluant des feuilles d'audit. Et puis, il y a des fichiers format PDF qui décrivent très bien les niveaux de cadre de référence, dont moi j'utilise même au quotidien lorsque je fais l'éducation aux patients et à leur famille. Ces documents sont également traduits en plusieurs langues, incluant le français. Les différentes cartes de référence ici, comme celle du test d'écoulement, ont été traduites en français et vous trouverez ces ressources utiles lors de la mise en œuvre de ITSI. Nous, on avait plastifié des cartes, comme la carte de référence et le test d'écoulement, puis on l'avait mis sur notre carte d'identité, puis on les garde avec nous à notre disposition. Il y a ensuite le cadre de référence, et cette affiche est très utile pour illustrer tous les faits saillants de ITSI. C'est d'ailleurs un outil que j'ai partagé avec les médecins dans mon milieu de travail. Ici,
je vous amène une section spécifique du site Etsy où vous trouverez le cadre de référence ainsi que les cartes traduites en français. Les partenaires de l'industrie utilisent d'ailleurs la nomenclature Etsy sur leurs étiquettes. Il y a aussi l'application Etsy qui est en anglais puis qui est disponible pour les téléphones de type Apple et les Android. Cette application est super utile, de un, parce que vous aurez le cadre de référence à la portée de la main, ainsi que les informations pertinentes par rapport aux divers niveaux et les vidéos pour tester. Puis vous n'avez pas besoin d'être connecté sur le réseau Wi-Fi pour l'utiliser. Donc, c'est un outil fort utile. Ensuite, vous pouvez rester à l'affût des nouvelles d'Etsy à travers le bulletin électronique et vous pouvez découvrir les webinaires à venir, les nouvelles ressources, les idées d'implémentation de d'autres organisations et plus encore. Le groupe de référence d'experts Etsy travaille d'arrache-pied afin d'offrir du matériel dans les 2 langues officielles utilisées au Canada. Alors que plusieurs ressources sont déjà traduites et disponibles en français, nous reconnaissons qu'il y a encore du travail à faire. Donc ici, s'il y a des gens qui sont intéressés à participer à la traduction, nous vous encourageons de nous rejoindre à canada@etsy.org. Alors, ça nous amène à la période des questions, mais d'abord, je tiens à remercier chaleureusement Marie-Josée, Lise et Annick. Marie-Josée qui est ergothérapeute, Lise qui est nutritionniste et Annick qui est orthophoniste, pour tout leur travail bénévole en lien avec la présentation. Donc, merci beaucoup à vous 3 pour votre temps et engagement par rapport à tout ça. Avant de passer à la période de questions, j'aimerais noter que les participants qui ont participé au webinaire aujourd'hui via téléphone peuvent envoyer un email, un courriel à meetings, @etsy.org pour recevoir leur certificat de participation. Donc, on va passer tout de suite à la période de questions. On en a reçu plusieurs. Je vais y aller avec les questions qui ont été posées plusieurs fois pour commencer. Puis d'ailleurs, je voulais vous rassurer qu'avec le temps qu'on a, on n'aura pas le temps de passer au travers de toutes les questions reçues. Par contre, on va compiler toutes les questions et puis elles seront disponibles avec les réponses associées sur notre site internet etsy.org après le webinaire aujourd'hui. Donc, merci encore pour votre présence et on passe aux questions. Donc, une question qui a été demandée quelques fois, c'est lors du test d'écoulement des liquides, il me reste exactement 4 millilitres de liquide dans ma seringue. Est-ce un liquide de niveau 1 ou de niveau 2? Alors, je vais demander peut-être à Annick de répondre à cette question. Oui, alors la réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Le liquide n'est ni un niveau 1, à peine épais, ni un niveau 2, légèrement épais. Il faut donc ajuster la viscosité du liquide selon ce que vous voulez. Okay? C'est-à-dire, soit vous rajoutez un liquide très fluide pour que le liquide, lorsque vous allez le retester, corresponde bien à un niveau 1, ou que vous ajoutez de l'agent épaississant pour obtenir un liquide qui est légèrement épais, c'est-à-dire de niveau 2. Et puis, vous remesurez pour vous assurer qu'il correspond vraiment à ce que vous voulez. Merci. Une autre question reçue, c'est comment les outils de mesure Etsy tiennent-ils compte de la température et de son influence sur les consistances et textures? Marie-Josée, est-ce que tu voudrais répondre à celle-là? Oui, certainement. Il est certain que
Dans ma pratique actuelle, je me rendais compte à quel point que c'était difficile de valider la préparation des liquides épaissis, surtout avec la clientèle pédiatrique, avec les parents. Les parents avaient beaucoup de difficultés, je trouve, à vraiment à être consistants là, dans la préparation de leur liquide. Et je n'avais pas, même depuis 40 ans que je fais de la pratique, je n'avais pas de façon objective de vraiment valider, de passer de mon résultat de vidéofluoroscopie ou en clinique externe ou avec les parents, d'être certain que les parents préparent les bons liquides, surtout qu'en fonction du type de lait, de formule nutritionnelle, de la température, il y a tellement de variations qui peuvent jouer sur la préparation du liquide que c'est très, très difficile de les standardiser, si on peut dire. Puis, souvent, lorsque les parents viennent en clinique externe, ben, je les voyais un peu avec le test du verre là, que vous avez vu tout à l'heure, que je vous ai montré, tenter de bouger un peu le liquide pour s'assurer que les parents avaient préparé la bonne chose. Et puis, lorsque j'ai pris connaissance justement de la méthode ETI, ça a vraiment été pour moi une façon qui me permettait, peut-être pas de façon, c'est pas parfait, mais ça me permettait quand même d'avoir une mesure de la consistance de mon liquide. Et puis, justement, avec une petite fille, un exemple qui me vient en tête, c'est une petite fille de 8 mois, une grande prématurée, elle avait un retard de croissance. Puis, vous le savez, ceux qui travaillent en pédiatrie, le stress des parents là, à devoir vraiment à tout prix donner les quantités recommandées. Et puis, cette petite fille-là cessait de boire à peu près au milieu de son biberon, puis il n'y avait pas de raison apparente. On s'est dit, est-ce qu'elle a plus faim, mais il faut qu'elle compte ses besoins. Alors, finalement, en utilisant le test de ETI, la méthode ETI, on s'est rendu compte que finalement, la formule nutritionnelle, en refroidissant, devenait vraiment plus épais et la petite fille n'était pas en mesure, au plan des habitats oromotrices, de pouvoir assumer la succion. Et c'est pour ça qu'elle arrêtait de boire. Et puis, on a pu donc trouver des solutions, on a trouvé des façons qui faisaient en sorte qu'elle a pu donc terminer ses boires. Alors, je trouve que c'est une façon économique et puis qui permet vraiment là, de passer de la clinique, donner des recommandations, puis donner des outils aux parents pour pouvoir tester leur liquide à la maison. Merci, Marie-Josée. J'ai vu plusieurs questions qui demandent de répéter le courriel pour les participants qui sont via téléphone. Donc, le courriel pour recevoir vos certificats de participation, c'est meeting, MEETINGS, @eti.org. Donc, iddsi.org. Donc, on va passer à la prochaine question. Quelle est votre recommandation pour une première étape vers la mise en œuvre ETI au sein d'une organisation? Je pense que pour ça, je pourrais demander à Lise qui a cette expérience-là avec ses foyers de soins. Lise, est-ce que tu peux répondre? Oui, pas de problème. Avant d'attaquer ETI comme tel, je vais quand même attaquer un peu. C'est beaucoup au niveau de l'éducation du personnel. Moi, j'ai l'expérience dans les foyers de soins. Donc, si l'établissement n'entre pas dans l'équation, il n'y a rien de tout ça qui va fonctionner, autant au niveau des employés à la cuisine, qu'il faut qu'ils comprennent que ceux qui font face au niveau des soins, des infirmières, les préposés auxiliaires. Il faut avoir le support de toutes, autant que le directeur ou directrice du foyer comme tel ou de l'endroit des institutions. Donc, c'est ça. Moi, j'ai fait des sessions d'éducation en compagnie de l'orthophoniste. Donc, on mettait
mettait beaucoup l'emphase sur quand on reçoit des résidents, par exemple, d'autres foyers de soins pour des transferts ou de chez eux ou de l'hôpital, que les nomenclatures sont vraiment différentes. Donc, on peut passer de molle, molle hachée, purée, semi-purée, haché finement. Puis ça, c'est sans compter les termes anglophones qui viennent rentrer là-dedans. Puis tout ça est c'était tout subjectif. Donc, c'est quoi semi-purée? C'est-tu en demi-mou ou demi-purée? Mais non, par exemple, j'ai appris que c'était purée qui acceptait du pain. Donc, on voit qu'il y avait un gros mélange, puis c'était très à risque au niveau de faire des pneumonies d'aspiration, au niveau d'étouffement et au niveau de décès. Alors, c'est certain que ce n'est vraiment pas parfait. Plus la collaboration dernièrement de ces différents endroits de travail, mais quand on a fait les formations, premièrement, puis mettre les personnes à jour, il faut quand même qu'on commence à l'interne avant d'exiger ça aux autres institutions alentour de nous autres. Donc, à l'interne, qu'est-ce qui était certain, c'est déjà purée. Fait que purée, c'est quoi purée? Puis où est-ce qu'on s'enligne là-dedans? Est-ce qu'on inclut le pain? Non. C'est sûr, ça ne rentre pas dans purée. Donc, quand un résident, par exemple, arriverait de l'extérieur avec un semi-purée, on va le mettre le plus sécuritaire, donc purée. Aussi qu'un résident arrive de l'extérieur avec un molle haché, haché humecté ou ground, ou peu importe, nous autres, ça va être haché et humecté. Ou aussi, on commence, puis des choses comme ça, fait qu'on va vraiment selon les terminaisons ici. Ou encore, au niveau des liquides, on ne reprend pas nécessairement tout. On avait, nous aussi, puis probablement dans d'autres provinces, j'imagine, d'autres noms de liquides, tant que les liquides avec les nectars et miel. Donc là aussi, c'est pas nécessairement que j'ai effacé ces noms-là, mais je les ai conscientisés à c'est quoi qu'on s'attend quand on classifie un liquide qui est dit nectar, que des fois, on pouvait avoir d'un commerçant, un liquide nectar, par exemple, d'un fournisseur, un liquide nectar d'un autre fournisseur, ou que nous autres, on épaississait nos liquides avec la poudre. Donc, dans le fond, c'était la classification 2 qu'on voulait dire. Alors, on peut faire les tests et puis on peut prouver moi, j'ai prouvé, par exemple, au personnel des soins, même s'il y a une petite variation au niveau des classifications des liquides, l'épaississant, parce que, tu sais, on a quand même un petit jeu à jouer dans la seringue pour la classification 2, qui est entre 4 et 8 millilitres qui reste dedans la seringue. Donc, oui, des fois, ça garde un peu plus épais, des fois un peu moins épais, mais on est correct. Fait que là, ils sont soulagés. Parce qu'on dirait qu'il y en avait qui avaient tendance à il faut que ça soit encore plus épais, plus épais, plus épais, mais ce n'est pas nécessairement mieux. Donc, je leur montre, regarde, on est en 4 puis 8, c'est ça que c'est, on a fait la vérification, donc on peut l'accepter dans le niveau 2. Donc, c'était plus pour démêler, on n'est pas à 100% nulle part, mais ça commence et il faut que tout et chacun s'y mette pour que quand on a des transferts, moi, c'est dans l'idée de transfert que là, OK, elle est transférée avec un niveau 2 au niveau des consistances et un autre niveau au niveau des textures, ça se fait. Alors, c'est plus au niveau de compréhension, je pourrais dire, à notre foyer, ce que je suis présentement, on est prêt, on l'utilise, mais je peux dire que les autres alentours de nous autres ne sont pas toutes égales là-dedans. Donc, je ne vais pas prendre tout le temps pour les prochaines questions, mais c'est comme ça que j'ai commencé à tâter le terrain avec Kitty. Merci. Donc, prochaine question. Pourquoi ne pas utiliser la méthode d'évaluation de la consistance des liquides avec le consistomètre de Bostwick? Peut-être Marie-Josée, tu pourrais répondre à celle-ci? Oui, je pourrais tenter.
C'est certain que c'est un instrument qui est utilisé, là, je pense, beaucoup en centre hospitalier. Le problème, c'est au niveau de son accessibilité. D'une part, il est quand même assez dispendieux et je ne l'ai jamais vu dans les cliniques externes. On ne pourrait pas non plus l'utiliser à domicile avec les parents, avec des personnes âgées. L'autre problématique aussi, c'est l'utilisation quand même d'une grande quantité de liquide pour faire le test. Et donc, si j'ai un parent qui vient avec un biberon de lait, je ne pourrais pas utiliser la moitié du biberon pour faire le test. Donc, en gros, actuellement, ce n'est pas un outil qu'on utilise beaucoup en clinique externe et à domicile. C'est trop dispendieux. C'est complexe à utiliser et c'est pas facile à se le procurer. Puis, je ne verrais pas un parent acheter ça puis l'avoir à domicile pour faire ses préparations. Merci. Il y a beaucoup de questions. J'ai essayé de... Alors, on en a une ici qui dit « Comment est-il possible de déterminer que la pression appliquée durant le test de la fourchette est appropriée? N'est-ce pas une mesure subjective? » Est-ce que, Annick, tu te sens confortable de répondre à celle-ci? Oui, bien sûr. Fait que le test de pression de la fourchette, tel qu'on l'a décrit tantôt, c'est que on doit exercer une pression jusqu'à ce que l'ongle du pouce blanchisse. Les études de Steele et associés en 2014 ont démontré, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé le IOPI, le Iowa Oral Performance Instrument, qui est comme un genre de bidule qu'on met dans la langue, puis qui mesure la pression de la langue au moment de la déglutition. Puis dans leurs études, eux ont démontré que cette pression-là, pour une déglutition normale, c'était de 17 kPa. Puis, Etsy a par la suite, avec le test de la fourchette, évalué que quand l'ongle blanchit et devient blanc, la pression qu'on exerçait sur notre pouce avec la fourchette correspondait à 17 kPa. Donc, c'est comme ça, dans le fond, qu'ils ont relié, dans le fond, les évidences scientifiques à la méthode de pression de la fourchette. Merci, Yannick. Donc, je vais passer à une prochaine question. Tiens, peut-être que je peux répondre à celle-là. Mon ordre professionnel ne permet pas l'utilisation de l'Etsy. Dans ce contexte, comment puis-je encourager la mise en œuvre Etsy au sein de mon établissement? Donc, je pense que c'est clair que dans des contextes comme ça, il faut travailler de concert puis en collaboration avec les autres professionnels. Puis je pense que c'est une question que je dirigerais directement à l'ordre professionnel pour établir une discussion en lien avec les possibles barrières à l'implantation d'une nomenclature comme Etsy. Donc, pour vraiment comprendre c'est quoi les barrières, c'est quoi les réserves, établir un dialogue avec les autres professionnels parce que c'est important que tout soit fait en transparence. Je pense que ce qui est important de reconnaître, par contre, c'est que l'Etsy, c'est utilisé de manière internationale en recherche maintenant. Donc, c'est important de se familiariser avec la terminologie en tant que professionnel de la santé. C'est aussi une terminologie qui a été implantée avec succès dans plusieurs pays et puis qui est en progrès au niveau de l'implantation dans d'autres pays aussi, notamment dans la majorité des provinces au Canada. Donc, je pense que dans un contexte de favoriser la sécurité des patients puis de bien comprendre ce qui se passe en recherche, c'est un devoir pour les professionnels de la santé de se familiariser avec l'outil. Alors, je vais passer à une prochaine question. Je remarque qu'il y a beaucoup de questions en lien avec l'accès à la présentation aujourd'hui. Donc, je voulais juste réitérer que la présentation elle va être disponible dès la semaine prochaine via le site Internet de Etsy qui est etsy.org. iddsi.org. Et puis donc, ça sera disponible gratuitement. Dès la semaine prochaine, ça va être affiché sur le site Internet via la section ressources. Je me rends compte qu'on est déjà à la fin de notre heure ensemble. Donc, on va s'arrêter ici. Il y a beaucoup de réactions qui ont été reçues, qui n'ont pas été répondues. Donc,
elles seront toutes rassemblées et répondues. Et puis, donc, une fois qu'on aura eu les réponses, ce sera affiché sur notre site Internet encore une fois. Je crois qu'on a fait le tour du matériel pour le moment. Je vais vous remercier encore une fois chaleureusement pour votre présence aujourd'hui, sur votre temps de dîner ou autre, si vous êtes dans une autre province que le Québec et parlez français. Donc, merci encore et merci vraiment beaucoup à nos 3 professionnels qui ont présenté aujourd'hui, ainsi qu'à Etsy. Et puis, au plaisir de collaborer dans les prochains mois. Merci encore.